Salut, c'est Cici. J'habite dans le sud de la Chine, à Shenzhen, une ville qui me paraît très ennuyeuse. C'est pourquoi à chaque vacances et même chaque week-end, je cherche à m'évader pour visiter d'autres villes ou pays. Et pour la première fois, j'ai décidé de visiter Xi'an, car elle a été la capitale de 13 dynasties chinoises. Le vol de Shenzhen à Xi'an dure environ 12 heures. Billet d'aller-retour est d'environ 1200 euros. Lorsque vous êtes en Chine et que vous avez besoin d'acheter des billets d'avion ou de réserver des hôtels, vous pouvez utiliser trip.com. Vous pouvez également visiter mon site Cici Partout qui offre des services. Xi'an, bien que de nombreux bâtiments aient été transformés en sculptures modernes, la ville conserve précieusement plusieurs sites historiques emblématiques, y compris mais non limités à deux magnifiques pagodes. Mais la principale raison de ma visite à Xi'an était de voir le mausolée du premier empereur de Chine, qui remonte à plus de 2000 ans. Il s'appelle Yin Zheng. À mon avis, il est une figure inséparable du despotisme chinois. Yin Zheng est à une époque où la Chine était en pleine période de troubles, connue sous le nom de la période des royaumes combattants. À cette époque, la Chine était plongée dans la chasse des guerres entre 6 royaumes. Savez-vous que ce territoire était initialement, comme l'Europe, composé de petites étapes, chaque État utilisant sa propre langue et son propre système d'écriture? Plus tard, l'État de Qing, sous Yin Zheng, lança des guerres contre les 6 autres États et réussit à unifier ce territoire en une seule nation. Avec ses victoires militaires, il s'est autoproclamé premier empereur de Chine. En chinois, on dit Qin Shi Huang, Qin se référant à son état, Shi signifiant le premier et Huang signifiant roi. Oui, c'est vrai, Qin Shi Huang est la première personne qui a réellement unifié ce territoire. Comme le dit le proverbe, il est facile de conquérir une ville, mais difficile de la défendre. Mais le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, avait un sacré talent pour gérer cette unification. Il a immédiatement standardisé la langue et l'écriture, unifié la monnaie et les mesures. Ceux qui ne se soumettent pas étaient purement et simplement exécutés. Tout ce qu'il considérait comme était inutile ou nuisible était éliminé. Il y avait de nombreux intellectuels et livres en provenance d'autres États qui s'opposaient à lui. Il les a donc tous fait exécuter tout simplement. Notez que durant la période des royaumes combattants, avant l'arrivée du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, il y avait eu une floraison intellectuelle. On peut représenter cette floraison avec les 100 écoles de pensée, comprenant Confucius, Lao Tzu, Mozi, etc., qui étaient les contemporains de Socrate en Occident. Par la suite, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, adoptera les idées de Mozi et détruira toutes les autres écoles de pensée qui divergeaient des siennes. La doctrine de Mozi prenait le traitement sévère des citoyens désobéissant par des points stricts. Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, a choisi d'enterrer vivantes ce dont les pensées divergeaient des siennes et de brûler leur écrite. Ainsi, dans son effort pour unifier la culture et la pensée, Qin Shi Huang n'a montré aucune hésitation. De plus, il a également entrepris immédiatement la construction de la Grande Muraille, dans le but de prévenir les invasions des peuples étrangers, mais aussi peut-être pour empêcher ses propres citoyens de fuir. Chaque province était gouvernée par un gouverneur envoyé par le gouvernement central, mais sa famille devait vivre dans la capitale impériale comme des otages. Tous les métaux précieux des citoyens comme l'or, l'argent et le bronze devaient être remis pour empêcher qu'ils se soient utilisés pour fabriquer des armes. Il a également fait construire des autoroutes à travers le pays, routes qui, dit-on, étaient destinées à permettre à l'armée de soutenir rapidement les régions frontalières à tout moment. Ces diverses mesures lui ont permis d'achever l'établissement de son règne autocratique et centralisé. Pour donner un exemple peut-être inapproprié, mais qui me vient à l'esprit à cause de ma fascination pour Napoléon, que j'admire beaucoup, lui aussi a évahi l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, mais il y a beaucoup, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Suisse et la Russie, si de manière impitoyable il y avait imposé l'usage du français, l'utilisation du franc, etc. L'Europe pourrait aujourd'hui être une grande France. Bien sûr, cette idée pourrait être dangereuse et susciter le mécontentement de nombreux peuples. Veuillez m'excuser. Je veux juste dire qu'il y a plus de 2000 ans, alors que les idées de démocratie et de liberté émergeaient en Occident,
via plusieurs philosophes, un ancien homme nommé Qin Shi Huang avait déjà sévèrement réprimé la liberté et la démocratie. Et dans les 2 millénaires qui ont suivi, aucune souveraine n'a toléré les idées différées des siennes. À mon avis, l'innovation en Chine a été complètement annihilée. Maintenant, je me trouve devant les soldats de terre cuite de la tombe de l'empereur Qin Shi Huang. Qin Shi Huang a commencé la construction de son propre tombeau à l'âge de 22 ans. Oui, à 22 ans, quand il a pris le pouvoir, Qin Shi Huang a mobilisé 700 000 personnes, soit 15% de la population de l'époque, pour construire son tombeau, et cela a continué jusqu'à sa mort à l'âge de 50 ans, sans que les travaux soient achevés. Quel genre de tombe nécessite 38 ans de construction? Considérons ces chiffres. La tombe s'étendant sur 56 km² équivaut à 78 fois la taille de la cité antarctique de Pékin. En outre, Qin Shi Huang, ayant tué un nombre incalculable de personnes et ayant vécu 4 tentatives d'assassinat, aurait fait couler environ 100 tonnes de mercure sous terre pour prévenir tout pillage après sa mort. Il utilisait le mercure pour représenter les rivers et les océans, tandis que la plateforme était orné de joyaux pour simuler le ciel avec son circuit en bronze flottant au milieu. Ici, c'est la fosse numéro 1 des soldats en terre cuite. Regardez ces rangées de statues en argile, mesurant entre 1,70 m et 1,90 m de haut. Ce sont toutes des offrandes funéraires pour Qin Shi Huang. Il y a 8000 de ces statues dans cette fosse. Leur taille et leurs traits sont tous uniques, car ils étaient autrefois de vraies personnes. C'étaient des soldats ayant combattu pour Qin Shi Huang. Beaucoup d'entre eux sont morts au combat, et ceux qui sont revenus victorieux ont été transformés en ces statues d'argile, certains étant enterrés vivants pour accompagner le roi dans sa mort. En plus des soldats, les artisans qui ont fabriqué les soldats en terre cuite étaient également des hommes que Qin Shi Huang avait rassemblés dans tout le pays. Certains venaient du Zhejiang, d'autres du Fujian. Il pensait qu'après avoir fini les statuts, ils recevraient des titres et pourraient rentrer chez eux pour profiter de la vie. Malheureusement, il est certain que personne n'est sorti vivant de la tombe de Qin Shi Huang, car ils ont été enterrés avec lui. Que ce soit les soldats ayant survécu au champ de bataille ou les artisans des statues, aucun n'a pu rentrer chez lui. Qin Shi Huang ayant fait enterrer 700 000 personnes vivantes avec lui, les familles ont échangé des êtres de chair et de sang contre des figurines d'argile. Regardez tous ces soldats en terre cuite, regardez vers le sud, car c'est là-bas leur terre natale. Quand le guide m'a raconté cela, je me suis sentie très triste et affectée. Je pense qu'un tel niveau de grandeur dans les cimetières de personnalités illustres a un effet dissuasif sur le commun des mortels quand la suprématie de la monarchie. Même si la plupart des gens ne l'ont jamais vu de leur propre yeux, les livres d'histoire enregistrent son pouvoir. Si tu ne travailles pas correctement, tu seras amené à devenir une statue de guerrier en terre cuite. Et si tu travailles bien, tu finiras quand même en statue de guerrier en terre cuite. Les soldats en terre cuite ont été découverts en 1972 par un paysan qui a immédiatement informé les autorités. En réalité, au moment de leur découverte, les soldats en terre cuite étaient en morceaux, endommagés à cause des tremblements de terre, des guerres et d'autres raisons. Ainsi, les statues que nous voyons aujourd'hui, dressées avec tant de rigueur, ont été restaurées par les Chinois des années 70 et 90% d'entre elles par des femmes. Elles ont minutieusement utilisé de la colle pour reconstruire ces figures, chaque soldat prenant en moyenne 5 mois de travail à restaurer. Seuls les archers agenouillés ont été trouvés intacts. D'ailleurs, vous pourriez vous demander si toutes les pièces étaient en fragments lors de leur découverte. Y a-t-il eu des os comme des têtes ou des bras mal attribués? En effet, il y avait initialement des doutes, mais par la suite, il a été découvert que chaque tête et chaque membre des soldats en terre cuite portait le nom de l'artisan qui les avait fabriqués, indiquant une division du travail très précise. De plus, on a découvert l'existence d'un système unifié de surveillance et de direction de la construction avec jusqu'à 80 noms identifiés. On estime donc que les artisans ayant travaillé sur les soldats
en terre cuite étaient au nombre d'environ 80. Ces personnes ayant eu tâche monumentale de créer des milliers de figures uniques sous une pression immense. Engraver les noms des portiers sur les figurines n'était pas un geste de respect envers ces artisans, mais plutôt un moyen de faciliter la responsabilité. Après tout, Qin Shi Huang avait déjà établi lois sévères obligeant tous ceux qui travaillent à ne pas prendre leurs tâches à la légère, sous peine d'exécution pour la moindre euro. En raison de la tyrannie de Qin Shi Huang, comme les gens pouvaient-ils tolérer cela? 3 ans seulement après la mort de Qin Shi Huang, le peuple s'est soulevé, et ainsi s'est terminée la première dynastie de Chine. Même Mao Zedong a dit de Qin Shi Huang qu'il n'était pas un tyran, mais un grand tyran. À l'époque, Qin Shi Huang planifiait également la construction de nombreux palais, 300 à l'intérieur de la ville et 400 à l'extérieur. Le plus grand de ces palais, l'Enfant Palace et le Daming Palace, était 100 fois plus grand que le plus grand palais de la cité interdite. Mais ils ont tous été incendiés par un seul homme. Et le tombeau de Qin Shi Huang a également été pilé, avec 90% des pauvres qui pointent vers une personne, en général dans notre état nommé Xiang Yu. Si en est l'occasion, je vais dire plus à son sujet plus tard. Maintenant, je suis arrivée à la force numéro 2 des soldats en terre cuite qui représente l'armée de Qin Shi Huang, mais il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de statues. Et en fait, cela est dû à une question pertinente posée par l'ancien premier ministre Zhu Rongji lors de sa visite. Pourquoi les soldats en terre cuite ne sont-ils pas colérés? Le conversateur a expliqué que la plupart des pigments sont minéraux et qu'ils ont tendance à s'estomper ou disparaître après plus de 2000 ans. Je suis maintenant arrivé à la rue commerciale qui appartient aux agriculteurs locaux. En échange d'un terrain, l'État a pris les terres de leur village où se trouvaient les soldats en terre cuite pour les transformer en biens publics. Les villageurs ont transformé cet espace en rue commerciale destinée spécifiquement à extorquer de l'argent aux touristes. Ces agriculteurs sont très riches. Il est dit que récemment, un fonctionnaire du village a même distribué 20 millions de yuans en espèces à certains d'entre eux. Je suis tellement jalouse, donc s'il vous plaît, ne faites pas d'achat dans cette rue commerciale. On peut voir des habitants afficher des couples à l'entrée de leur maison, remerciant le Parti communiste, affirmant que s'enrichir est dû à Qin Shi Huang. Plus de 2000 ans après, l'influence de Qin Shi Huang continue de permettre à ses descendants de prospérer, ce qui est un exemple parfait de la monétisation de l'influence. Alors voilà, j'ai fini ma visite au mausolée de Qin Shi Huang. Pourquoi l'histoire chinoise postérieure porte-t-elle davantage d'éloges que de critiques à l'égard de Qin Shi Huang? La raison principale est qu'il a jeté les bases de la carte de la Chine, unifié l'écriture, les mesures et les boîtes. Il a transformé ce qui était auparavant un ensemble de petites étapes dispersées, constamment en guerre les unis avec les autres, et un grand État unifié. J'ai une question. Si Napoléon avait réellement uni l'Europe en une grande France, auriez-vous plus de louanges que de critiques à son égard? Plus de 2000 ans après la mort de l'empereur Qin Shi Huang, la Chine a également connu environ 24 dynasties, mais c'était toujours une personne qui jouissait des fruits de la victoire. Dirigeant cette terre, il n'y a jamais en plusieurs personnes ou plusieurs forces politiques capables de se s'entendre mutuellement et de coexister. Il y en a jamais eu. Donc je pense que dans une certaine mesure, les anciens Chinois ont choisi ou ont adapté passivement de vivre sous despotisme, puis l'ont conservé jusqu'à maintenant. Mais je pense que si un jour la Chine a commencé à pratiquer la démocratie, comment les Occidentaux pourront-ils maintenir ce sentiment de supériorité? Je suis confuse que certains Occidentaux ne peuvent pas accepter que le Parti communiste soit le choix des Chinois. Mais malheureusement, le Parti communiste est vraiment le choix de la majorité des Chinois. Mon amie française, après avoir lu mon article, m'a demandé si, étant donné que les Chinois d'aujourd'hui reçoivent une meilleure éducation et sont très susceptibles de s'éveiller, serait-il capable de se révolter? Ma réponse est non. Mon père, par exemple,
soutient fortement le parti communiste. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose. Si un Chinois bénéficie du parti communiste, alors il soutiendra le parti communiste. J'ai rencontré des Chinois et des étrangers en France qui détestent profondément le parti communiste, mais j'ai découvert qu'ils ont souvent été traités injustement par le parti communiste. Voilà, donc peut-être que mon père a gagné de l'argent est très reconnaissante envers le parti communiste. Et moi aussi, je le soutiens. Car sans cela, je n'aurais pas eu la chance ni le moyen financier pour faire des études en France il y a 6 ans. Si vous continuez à demander à un Chinois pourquoi il ne se révolte pas, il vous demandera sûrement en retour si vous préférez la guerre à la paix et si vous voulez que votre famille meure par la guerre. Cette question est intéressante parce que si on demande à un Européen, je pense qu'il va répondre qu'il préfère se battre ou faire une guerre plutôt que de choisir la paix pour la liberté ou la démocratie. Mais pourquoi les Occidentaux ne peuvent-ils pas respecter le choix des Chinois de suivre leur propre chemin? C'est quelque chose que beaucoup de Chinois ne comprenaient pas. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que nous pourrons discuter de cela de manière rationnelle. En fait, cette amie française m'a dit que les cours d'histoire et de français en France vous forcent à développer un minimum d'esprit critique. Et si vous n'en êtes pas capable, vous pouvez obtenir 0. Je trouve que c'est une éducation formidable. Alors je lui ai demandé de me donner une note et elle, étant très gentille, m'a donné 18 sur 20. Et vous, combien me donnerez-vous? N'oubliez pas de me suivre. Merci beaucoup, à la prochaine.